Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 3, Le maître de l'oracle. Le lieutenant Netona avait établi son quartier général dans une des salles de l'ancien palais de Sil. Du moins, l'ordre supposait que ce bâtiment, qui avait de façon miraculeuse résisté au bombardement, en était effectivement un. Taillé dans un marbre couleur crème, sans décoration superflue, il possédait un aspect massif tout en arborant un style sobre et majestueux. Netona en avait fait le tour complet, inspectant toutes les pièces avec sa rigueur habituelle, avant de déclarer qu'il s'installerait ici durant tout le temps de son séjour. Les chercheurs étaient arrivés quelques jours plus tôt, et avaient déployé la totalité de leur matériel dans une salle voisine. Ils avaient montré peu d'enthousiasme à l'annonce que Netona superviserait toute l'opération, d'autant plus que ce dernier prenait un malin plaisir à surveiller chacun de leurs gestes. Des tensions sous-jacentes existaient depuis longtemps entre eux, mais la mine d'or technologique qu'était Sil faisait taire bien des revendications. Les scientifiques préféraient encore travailler ici sous les ordres du bras droit d'Elibaume que de repartir sur la base principale d'Anoralk et être relégués à des recherches mineures. Pour eux, la question ne se posait même pas. Netona avait pris possession d'une des plus grandes pièces, spacieuse et proche du hall d'entrée, il l'avait estimée parfaite pour lui. Il avait aussi récupéré une table de verre teintée aux bords arrondis, dont il se servait comme bureau. De nombreux rapports s'étalaient à présent dessus, si bien qu'il la recouvrait presque en totalité. Debout devant une des fenêtres, il regardait le paysage d'apocalypse qui s'étendait au dehors, à part le palais, presque tous les bâtiments se trouvaient en ruine. Un vent violent s'était levé depuis plusieurs jours, et balayait les rues, soulevant la poussière des édifices effondrés et créant des tourbillons qui rendaient la vision difficile. Un ciel gris et menaçant amplifiait encore la tristesse du panorama, et parfois on pouvait distinguer quelques éclairs zébrant les nuages en haute altitude, bien qu'aucune goutte de pluie ne parvenait jusqu'au sol. Le temps était sec depuis l'arrivée de l'ordre. Netona allait de façon régulière se détendre, du côté du parc non loin. Ce faisant, il avait constaté que les plantes déjà malmenées par le bombardement mouraient maintenant par manque d'eau. Comment les Silians avaient-ils fait pour vivre ici et développer ce parc ? Il regardait sans les voir, perdu dans ses pensées, les diverses silhouettes qui allaient et venaient dehors en se battant contre les vents violents et les tourbillons de poussière. Un crépitement de petits débris heurtant la vitre le sortit de sa torpeur et il abandonna sa contemplation du paysage pour retourner vers son bureau. Alors qu'il s'asseyait, son attention s'attarda sur un des rapports qui jonchaient la table. Celui-là, il l'avait déjà lu 5 fois, mais persuadé que quelque chose dans son contenu lui échappait, il le prit encore une fois en main et le parcourut des yeux. Partout dans la Confédération, la population signalait la disparition de voisins ou d'amis. Ces gens, connus depuis des dizaines d'années voire plus, s'étaient évanouis du jour au lendemain en laissant toutes leurs possessions derrière eux. Sur les lieux, aucune trace de violence, ni de départ précipité. On ne les avait pas vus quitter leur foyer non plus. Leur nom n'était inscrit dans aucun transport, ils s'étaient tout simplement volatilisés. Le rapport signalait qu'à ce jour, on comptait à peu près 100 000 de ces disparitions inexpliquées, réparties sur toutes les planètes de la Confédération et dans toutes les catégories de classes sociales ou de métiers, même un sénateur et sa famille s'étaient évaporés dans la nature. Mais un détail paraissait encore plus troublant, tout cela avait eu lieu à seulement 2 ou 3 jours d'intervalle. Bien sûr, personne à part quelques personnalités de l'ordre n'avait jamais entendu parler des Silians. Le gouvernement et l'APC ne pouvaient donc effectuer le moindre lien entre ces évanouissements mystérieux et l'attaque de Sil, mais Netona, lui, possédait des informations que n'avait pas. 100 000 individus ne disparaissent pas ainsi du jour au lendemain, sans aucune raison. Il s'arrêta sur une des phrases du rapport. Non seulement ces événements avaient eu lieu à 2 ou 3 jours d'intervalle, mais en plus, les dates étaient sans équivoque, les derniers signalements avaient été déposés quelques petites heures avant l'assaut sur Sil. Avant l'attaque, murmura-t-il. Juste quelques heures avant. Il se leva de son siège de façon brusque, et se mit à faire les 100 pas. Quelqu'un les avait prévenus, quelqu'un, qui au sein de l'ordre, savait de manière précise ce qui allait se passer. Netona pensait qu'il s'agissait d'un Silian déguisé, un de leurs espions capables de changer d'apparence à volonté. C'était quelque chose dont il se doutait depuis qu'il avait vu l'énorme vaisseau cité partir juste au moment de l'arrivée de ses troupes.
Le rapport ne faisait que confirmer ses soupçons et pourtant un détail clochait. De nouveau, il se posta devant la vitre et les yeux perdus sur l'horizon, il se concentra sur ce petit quelque chose qui lui murmurait dans son esprit que la théorie de l'agent dissimulé n'était pas la bonne. Dehors, une escouade de soldats sortait d'un bâtiment en affrontant le mauvais temps du mieux qu'ils pouvaient. Sur le visage de Netona, un faible sourire apparut. Il venait de comprendre ce qui le perturbait. Seule une poignée de responsables se trouvait au courant de l'attaque de Syl. L'infiltration d'un espion n'aurait jamais pu passer inaperçue, du moins, il ne pouvait pas l'envisager. Il connaissait chacune des personnes qui avaient été mises au courant. Il aurait senti si l'une d'entre elles n'avait pas été ce qu'elle était supposée être. La solution se situait donc ailleurs. Encore une fois, il sourit. L'occasion était vraiment trop belle, il serait idiot de ne pas en profiter. Il tourna les talons à la fenêtre, et se dirigea vers la porte qu'il ouvrit d'un geste sec. De l'autre côté, les deux plantons qui gardaient l'entrée de son bureau se mirent aussitôt au garde-à-vous, surpris de ne pas avoir entendu le lieutenant s'approcher. Il traversa le hall sans leur faire la moindre remarque. Des cercles noirs étaient peints sur le sol non loin du passage qui donnait sur l'extérieur. Aucun mécanisme n'avait été repéré aux alentours, et les chercheurs se révélaient, dans l'immédiat, incapables de savoir ce que représentaient ces cercles. Aucune autre série de dessins, à part le site que Netona avait caché, n'avait été trouvée accompagnée d'un dispositif en état de fonctionner. Les choses se déroulaient donc parfaitement bien pour le moment. Il sortit sur le perron et fut aussitôt assailli par un tourbillon qui lui brouilla la vue et l'empêcha de respirer pendant quelques instants. Il prit un coin de sa cape et la ramena sur le bas de son visage, protégeant ainsi son nez et sa bouche de toute incursion de poussière. La place du palais, devant lui, ressemblait à un champ de bataille déserté. Un bassin rond, en son centre, avait subi le bombardement de plein fouet et une partie de sa structure était détruite. Elle avait libéré l'eau qu'elle contenait et depuis, celle-ci s'était évaporée et avait été remplacée par de la saleté et des petits débris. Netona traversa l'esplanade d'un pas rapide, en fermant à moitié les yeux. La dégradation du temps s'était faite progressivement et il en était arrivé à la conclusion que d'une manière ou d'une autre, à l'époque où les Sylians vivaient ici, ils contrôlaient la météo de la planète. Le problème, c'est que les chercheurs n'avaient trouvé aucun appareil capable de maîtriser les courants atmosphériques de Syl. Encore un mystère qu'ils n'étaient pas près d'éclaircir. Dans un espace dégagé au milieu des ruines, l'ordre avait établi un astroport provisoire où une dizaine de navettes restaient au sol en permanence. En attendant un commandement de leur supérieur, quelques soldats s'étaient réfugiés soit à l'intérieur des engins, soit dans les bâtiments alentours toujours intacts. Les injonctions qu'ils recevaient depuis plusieurs jours variaient d'ailleurs assez peu, aider les chercheurs à trouver des technologies sylianes. C'était un travail qui ne les enthousiasmait pas du tout, loin de là. Les tensions n'existaient pas seulement entre Netona et les savants. Un monde séparait les militaires des scientifiques et leurs relations aboutissaient régulièrement à une totale incompréhension des deux côtés, voire à du mépris. Netona monta dans la navette la plus proche, et découvrit à l'intérieur, le pilote affalé sur une des banquettes de passagers discutant tranquillement avec deux autres soldats. À la vue de leur supérieur, ils se levèrent tous les trois si brusquement qu'on aurait pu croire que les sièges eux-mêmes les avaient éjectés. Ils se mirent au garde-à-vous, en regardant droit devant eux, et en évitant à tout prix de croiser les yeux de leur chef. « Emmenez-moi jusqu'à mon destroyer », commanda Netona d'un ton sec. « Oui, monsieur », s'empressa de répondre le pilote en se précipitant vers sa cabine. « N'avez-vous rien à faire » fit Netona à l'attention des deux autres soldats. « Si, lieutenant », répliqua l'un d'eux en se dirigeant promptement vers la sortie et en se disant qu'il allait sûrement trouver quelque chose à faire, ailleurs. Son compagnon le suivit comme son ombre, sans demander son reste. Ils quittèrent la navette, et celle-ci se mit à vibrer, tandis que Netona prenait place sur l'une des banquettes. Il devait contacter son seigneur, mais les communications longue distance ne se faisaient qu'avec d'énormes appareils, difficile d'en amener un sur Syl directement. D'autant plus que Netona préférait s'assurer que les scientifiques ne chercheraient pas à parler avec Elibaume sans l'avertir lui. Il voulait être présent à chacune de ces communications. Laisser l'immense engin sur un destroyer en orbite lui garantissait un contrôle parfait de ce côté-là.
La navette avait quitté le sol. Elle prit rapidement de l'altitude et sortit de l'atmosphère. Netona jeta un coup d'œil à travers un des hublots. L'aspect de la planète avait changé, et pourtant il n'avait atterri ici que depuis un seul misérable mois. À quoi ressemblerait donc cet endroit dans un an, dans 10 ans? Comment les Silians avaient-ils fait pour le rendre vivable? Si jamais, les chercheurs pouvaient découvrir cette technologie, terraformer certains mondes de la Confédération serait ensuite à leur portée. Il s'agirait d'une avancée majeure dans leur connaissance, quelque chose donnant accès à de nombreuses possibilités. Netona regarda à l'avant par la vitre du cockpit, et vit les destroyers en orbite autour de Syl. Il avait décrété le départ de la plupart de ceux qui avaient participé à l'attaque. Il n'en restait maintenant plus que 4, dont le sien, à partir duquel il donnait encore des ordres à la flotte. La navette s'engouffra à l'intérieur et atterrit sur le pont d'envol. Quelques minutes plus tard, Netona arrivait sur la passerelle de commandement. « Qu'on me mette en communication avec le seigneur Elibaume, exigea-t-il, tandis que les officiers de quart devenaient tous soudainement nerveux. Il s'assit sur son siège, et attendit avec patience que la liaison soit établie. Tout se déroulait comme prévu. Les scientifiques piétinaient de façon lamentable dans leurs recherches, incapables de comprendre comment fonctionnaient les quelques objets étranges qu'ils avaient trouvés. Vraiment, tout se passait bien pour le moment. Un écran transparent vint se placer devant la baie panoramique. « Vous êtes en communication avec la base principale », annonça un des officiers, tandis que le visage d'Elibaume apparaissait. Contrairement à son habitude, il était légèrement décoiffé et ses yeux étaient encore gonflés de sommeil. Netona réalisa qu'il avait oublié de prendre en compte le décalage horaire qui existait entre les planètes, il devait être très tôt sur Anoralk. Il espéra qu'il n'allait pas lui en tenir rigueur. Netona, commença Elibaume en bâillant à moitié. Avez-vous enfin quelque chose d'intéressant à me rapporter? Seigneur, j'ai bien peur que nos chercheurs n'avancent pas beaucoup, répondit le lieutenant en cachant sa satisfaction. Sortant brusquement de son apathie comme si on venait de le frapper au visage, Elibaume changea tout à coup d'expression. À présent, il semblait dur et froid, tandis que ses yeux paraissaient encore plus pâles si cela était possible. J'ai demandé cette communication pour vous signaler un problème qui, je pense, ne doit pas être négligé, continua Netona sans s'émouvoir. Lequel? J'ai reçu plusieurs rapports ces derniers jours sur des disparitions mystérieuses au sein de la Confédération. Oui, je sais, reprit Elibaume en haussant les épaules. Tout le monde en parle. Et alors? En quoi cela nous concerne-t-il? Ces personnes se sont volatilisées très peu de temps avant notre assaut sur Syl. Et si ces gens étaient en fait des Sylians? Eh bien, s'exclama Elibaume. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bon débarras. Oui, je comprends, insista le lieutenant, mais il existe tout de même un petit souci. Ils sont partis quelques heures avant notre attaque, par conséquent, cela nous confirme ce que je supposais, ils semblaient au courant. Elibaume fronça les sourcils et fixa son subordonné avec intensité. Clarifiez vos propos, murmura-t-il. Des espions vivent parmi nous, répliqua Netona abruptement anticipant très bien l'effet que cela ferait sur son seigneur. Ce dernier eut un sursaut, et recula d'un pas comme s'il venait de recevoir une claque de la part d'un être invisible. Impossible, et vous le savez, s'exclama-t-il. Avec ce que nous avons implanté dans tous nos suivants, ils sont totalement incapables de nous trahir. Oui, Seigneur, mais tout le monde n'a pas subi ces implantations, affirma Netona en détachant chacun de ses mots. Ni vous, ni moi, ni aucun des scientifiques. Que insinuez-vous? Siffla Elibaume. Netona prit quelques secondes de réflexion avant de répondre. Il devait faire très attention à ce qu'il allait dire maintenant. Seigneur, dit-il enfin, il faudrait envisager le fait que certains de nos chercheurs ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent. Elibaume plissa les yeux et regarda son lieutenant avec tellement de férocité sur le visage que Netona pensa un instant qu'il allait se jeter sur lui malgré les centaines de millions de kilomètres qui les séparaient. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu prévenir les Sylians, reprit-il pour étayer son affirmation. Croyez-moi, Seigneur, j'ai beaucoup réfléchi au problème. Et, d'autre part, n'êtes-vous pas étonné que nos scientifiques n'avancent pas dans leurs recherches sur cette planète?
Ils sont pourtant doués. Vous les avez engagés pour cela. Ne pensez-vous pas qu'ils traînent les pieds, volontairement ? Il s'agit de graves accusations, lieutenant, murmura Elibaume les yeux toujours plissés. Seigneur, je ne fais pas ces accusations à la légère, continua Netona. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi au problème et dans l'état actuel des choses, je ne vois pas d'autres explications. Qui donc aurait pu prévenir les Silians de notre attaque et cela des jours avant ? Un silence pesant s'établit, durant lequel Netona laissa Elibaume digérer sa toute dernière phrase. Ce dernier ne bougeait plus du tout, comme s'il s'était brusquement transformé en statue. Netona imagina que toutes les ressources du cerveau de son chef étaient si occupées à raisonner qu'elle ne pouvait plus ordonner le moindre mouvement au corps. « Et si c'était vous qui aviez prévenu ces Silians, Netona » accusa soudainement Elibaume. « Pourquoi aurais-je fait une telle chose » répliqua l'inculpé sans se démonter le moins du monde. « Vous me connaissez depuis de très nombreuses années, Seigneur. Vous savez que ma loyauté reste sans faille. Pensez-vous la même chose de chacun de nos scientifiques ?» Elibaume se renfrogna et Netona comprit qu'il avait marqué un point. Maintenant qu'il avait réussi à insinuer un doute dans son esprit, il considérait que la première partie de son plan avait fonctionné. Il attendit patiemment que son seigneur reprenne la parole, il ne devait pas en faire trop pour éviter de retourner la situation contre lui. De son côté, Elibaume commença à marcher de long en large, les mains dans le dos, les yeux fixés au sol, dans un effort évident de concentration. Netona le regardait, en cachant de son mieux la satisfaction qu'il ressentait. Soudain, Elibaume s'arrêta brusquement et fit de nouveau face à l'écran. « Je vais nommer un observateur neutre, » annonça-t-il. « Vous serez sa liaison. Il devra enquêter sur les agissements de nos scientifiques. En aucun cas, vous ne devrez intervenir dans ces recherches, car sinon j'en conclurai que votre accusation n'est que le fruit de votre petite guerre personnelle avec eux. » « Bien sûr, Seigneur, » répondit Netona. « J'attendrai le rapport de cet observateur avant de prendre la moindre décision. D'autre part, ils ne doivent pas connaître cette enquête sur eux. » « Il en va de soi, » admit Netona en bouillant de joie intérieurement. Elibaume se remit à arpenter la pièce avec nervosité, Netona préféra ne pas le déranger. Tout se passait parfaitement bien. Dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais espéré une telle réussite. « Lieutenant » s'exclama Elibaume en se postant devant l'écran. « Quand pensez-vous en avoir terminé avec cette planète ? Nous avons retardé nos plans pour la Confédération, mais il faudrait maintenant les reprendre. » « Seigneur, cela dépend de nos scientifiques, » répondit Netona. « J'imagine qu'il est plus sage que je reste ici dans l'immédiat, surtout si vous envoyez un émissaire. »« Bien, bien, admettons, » s'exclama Elibaume agacé par le sujet. « Quoi qu'il en soit, j'exige que nous poursuivions notre planning. Débrouillez-vous comme vous le souhaitez, mais je veux que cette campagne sur Syl soit terminée au plus tôt. Je vous donne encore un mois. Passé ce délai, nous devrons quitter cette planète. » « Bien, » affirma Netona en sachant très bien que la date en question était totalement intenable. Elibaume tourna le dos, et disparut pendant un instant. Il revint quelques secondes plus tard et regarda son lieutenant en fronçant les sourcils. « Eh bien, il est peut-être temps que vous vous mettiez au travail. Coupez cette communication. »« Oui, Seigneur, » répondit Netona alors que l'écran était déjà désactivé. Il se leva lentement de son siège. « Il en sera fait comme vous le désirez, » murmura-t-il en quittant la passerelle. Un des serviteurs s'approcha d'Orlim et déposa un cristal de données sur son bureau. Le maître de l'oracle leva les yeux de ses notes et le remercia d'un hochement de tête. Après une légère hésitation, il prit l'objet, le mit au creux de sa main et l'observa longuement, se demandant s'il voulait vraiment en connaître le contenu. « Ce simple objet renferme tout l'avenir de notre civilisation, » pensa-t-il. « Et il ne s'agit pas d'un futur radieux. » Il jeta un coup d'œil sur sa gauche, où se trouvait l'unique autre meuble de la pièce en dehors de son bureau, le terminal de l'oracle, le principal et le plus important de tout le dispositif. Il ressemblait à un grand plan de travail couleur parme foncé, muni de nombreuses petites cavités, ainsi que d'une plaque de verre opaque de la taille d'une main. Orlim se leva et n'eut que quelques pas à faire pour s'approcher de l'appareil que lui seul avait l'autorisation d'utiliser.
Il posa sa paume sur le sondeur qui prit presque tout de suite une éclatante luminosité jaune signifiant qu'il reconnaissait les accréditations du maître de l'oracle et que le terminal était maintenant sous tension. Après une légère hésitation, il glissa le cristal dans l'une des cavités du lecteur. Aussitôt devant lui, un écran holo jaillit du néant et le visage d'une femme se présenta. Créé par les concepteurs de l'appareil, son apparence était neutre, presque banale, ses cheveux courts et noirs correspondaient à la coupe à la mode actuellement sur Zilaria. « Bonjour maître », dit-elle d'une voix claire quoique complètement synthétique. « Voulez-vous connaître le résultat de mes calculs ?»« Oui, s'il te plaît », répondit Orlim. « Le Grand Conseil va prendre la décision de construire l'arme ultime », affirma la femme virtuelle. Orlim garda le silence pendant quelques secondes. L'oracle avait déjà émis cette hypothèse depuis quelque temps, mais à présent, elle semblait tout à fait positive. « Peux-tu m'en dire plus ?» demanda-t-il. « Je possède trop peu d'informations pour pouvoir en déduire ses capacités réelles. Suivant mes calculs, il y a de fortes probabilités pour qu'elle corresponde à un condensé de nos plus hautes connaissances technologiques. Tout montre qu'elle sera mobile et autonome. Cette autonomie est au cœur du problème. L'arme ultime se retournera contre nous. » « Y a-t-il un moyen de contrer ce retournement ?» demanda Orlim plein d'espoir. « Le seul efficace consiste en réalité à éviter de la construire », affirma la machine. Malgré la gravité de la situation, Orlim ne put s'empêcher de sourire. Il savait que l'oracle ne pouvait pas faire de l'humour, elle n'avait pas été programmée pour cela. Pourtant, en d'autres circonstances, cette phrase aurait presque pu se révéler drôle. Il y a 95% de chances, continua-t-elle, pour que le Grand Conseil prenne malgré tout la décision de mettre cette arme au point et d'en demander sa fabrication. Ils voudront ensuite trouver un moyen d'en garder le contrôle. Ils solliciteront chacune des castes afin de s'y employer. Le pourcentage d'échec est de 83. Peux-tu m'en dire plus sur les causes de cet échec ? Elles viennent à 76% de notre totale méconnaissance des innommables, auxquels il faut additionner 17% provenant du manque d'enthousiasme de notre peuple envers cette guerre. Le reste est divisé en diverses sources mineures. Souhaitez-vous que je vous en fasse la liste exhaustive ? Non merci. Orlim baissa les yeux. Une question lui brûlait les lèvres, mais jusqu'à présent, il s'était refusé à la poser. Réunissant tout son courage, il regarda de nouveau le visage virtuel devant lui. Quel est le pourcentage de chance pour que notre civilisation survive à cette guerre ? Sur son habituel ton neutre, l'oracle répondit. Dans l'état actuel des choses, les probabilités de résister et de reprendre le cours normal du fonctionnement de notre République est de moins de 8%. Toutefois, mes calculs montrent que pour 23%, elle pourrait évoluer au point de donner naissance à un mode alternatif. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, signala Orlim en fronçant légèrement les sourcils. Entends-tu par là que nous puissions, d'une certaine façon, survivre ? Il est fort plausible que les Ilariens s'éteignent totalement, affirma l'oracle sans aucune trace d'émotion. Cependant, une potentialité existe pour qu'une autre civilisation émerge. Je ne peux vous fournir plus de détails dans l'immédiat, car je manque de données. Souhaitez-vous que je travaille sur le sujet ? Oui, répondit Orlim. Concentre tes calculs sur l'après-guerre. Je veux connaître tout ce qui nous permettra d'augmenter le pourcentage de survie. Bien compris, maître. Dans son esprit endormi, des images sans signification défilaient. Parfois il s'agissait de visages, d'autres fois elle voyait des paysages étranges et souvent, elle rêvait qu'elle se trouvait dans le noir le plus total et que quelque chose ou quelqu'un se tenait à côté d'elle. Elle entendait une respiration, devinait une présence, et elle avait peur. Un nom revenait à plusieurs reprises, Orlim. Ce nom était à certains moments accompagné d'un titre, le maître de l'oracle. Mais tout cela n'avait aucune signification pour elle. Elle était en train de faire ce rêve quand elle sentit une main douce se poser sur son épaule. Nadioska se réveilla en sursaut. Pendant un instant, elle ne sut plus du tout où elle se situait. Puis reprenant un peu ses esprits, elle tâtonna le mur sur sa droite, et y détecta un petit interrupteur tactile qu'elle actionna. Une veilleuse s'alluma, la faible lumière dévoila la pièce dans laquelle elle dormait. « Ah oui, ça y est, » murmura-t-elle. « Ça me revient. Je me trouve sur le Vakniel. » Elle était allongée sur un lit de fortune,
dans la chambre que les Cillian lui avaient fournie et qu'elle partageait avec Lige. Dans un coin, sur une autre couche improvisée, une petite silhouette était enfouie sous les draps, sa respiration calme et régulière indiquait qu'elle dormait. J'ai vraiment fait un rêve bizarre, pensa-t-elle. J'avais presque l'impression qu'il était réel. Elle passa machinalement une main sur son épaule, persuadée que quelqu'un l'avait touchée quelques instants plus tôt. Pourtant, il n'y avait personne ici à part Lige et il se trouvait en plein sommeil. Elle secoua la tête comme pour se remettre les idées en place. Très perturbant, conclut-elle. Depuis son incursion dans le monde bizarre des navigateurs, elle était souvent assaillie de migraines qui la rendaient irritable, et seul le silence et l'obscurité parvenaient à l'apaiser suffisamment pour qu'elle arrive à s'assoupir. Cela faisait maintenant 2 semaines qu'elle avait fait cette étrange expérience et elle avait encore du mal à se rétablir. Lorsqu'elle avait repris contact avec la réalité, elle se trouvait si mal en point qu'Aniel avait dû appeler un médecin. Elle ne se souvenait plus trop de ce qu'il s'était passé ensuite, elle savait juste qu'elle s'était réveillée dans sa cabine, Dvalim à ses côtés. Il s'était comporté de manière adorable avec elle. Il l'avait rassurée de sa voix douce, lui avait expliqué que son malaise était normal, mais qu'elle avait fait un grand pas en avant. « Je suis fière de vous », lui avait-il murmuré en posant une paume sur son front. Sa migraine avait alors brusquement disparu pour revenir de plus belle une fois la main partie. Elle aimait bien cet homme et parfois elle se disait que Jade avait de la chance de l'avoir comme père, un sentiment qu'elle ne partageait pas du tout avec Jade lui-même. Elle rejeta les draps qui la recouvraient. Elle n'avait aucune idée de l'heure. Ce pouvait tout aussi bien être la pleine nuit comme le milieu de la journée. Depuis qu'elle avait quitté Syl, elle n'avait plus aucune notion du temps. Tout comme les Cillian, elle dormait quand elle était fatiguée, se réveillait de façon naturelle, et mangeait lorsqu'elle avait faim. Cela paraissait perturbant pour quelqu'un qui avait réglé sa vie autour des heures d'une horloge. Par contre, cette façon de vivre ne gênait aucun Cillian. Silencieusement, pour ne pas tirer Lige du sommeil, elle se glissa hors du lit pour aller dans la petite salle de bain que les Cillian avaient aménagée pour augmenter son confort. Après une rapide toilette, elle s'habilla de vêtements propres et sortit dans le couloir. Elle avait faim, donc suivant la philosophie Cillian, il s'agissait de l'heure du repas. Elle se dirigea vers la cantine, une immense pièce remplie de plus d'une centaine de tables et de chaises. Différentes nourritures étaient disposées un peu partout, et chacun pouvait se servir à loisir. Nadioska avait entendu qu'il y avait plus de 500 de ces cantines sur le vaisseau cité. Elle avait pris l'habitude de toujours venir à la même, tout simplement parce qu'elle était la plus proche de la chambre qui lui avait été attribuée. Tout en déambulant à la recherche d'une place libre, elle repéra par hasard une silhouette familière parmi les Cillians attablés. Jade, affalée sur une chaise, l'air plutôt morose, mangeait un fruit sans grande conviction. Quand Nadioska s'avança en entrant dans son champ de vision, soudain son visage s'éclaira d'un sourire lumineux. « Nad !» s'écria-t-il. « Ça fait plus de 2 semaines qu'on ne s'était pas vus. »« Au moins », confirma la jeune femme en s'asseyant en face de lui. « Quelle heure est-il ?»« L'heure de manger », répondit-il en poussant vers elle un plat rempli de divers fruits. « Ah », dit-elle avec une moue. « Il est 6h37 et 43 secondes, heure locale du Vakniel », reprit-il aussitôt. « Tu préfères ? Ça ne fait pourtant pas beaucoup de différence. » « Je ne vois aucune horloge sur ce vaisseau », se plaignit-elle. « Il n'y en a pas, ça ne sert à rien. »« Alors comment connais-tu l'heure ? » ?»« Ah non. Ne me dis rien. Je sais. Le Nahal. » Pour toute réponse, il lui fit un clin d'œil. « Au fait, » reprit-il, « nous sommes tous au courant de ton exploit. » « Ne m'en parle pas. Depuis, j'ai l'impression que quelqu'un s'échine à me taper sur le crâne avec un marteau. » « Normal. Ton cerveau réagit comme un muscle. Fais fonctionner une partie de ton corps que tu n'utilises jamais d'habitude, et tu vas être courbaturé pendant des jours. »« Ouais, sauf que ça fait déjà 2 semaines que je souffre. » soupira-t-elle. « Heureusement que ton père s'occupe de moi. Il arrive à atténuer un peu la douleur. »« Vraiment ? » s'exclama-t-il en fronçant les sourcils. « Oh, ça va, » répliqua-t-elle. « Pas de jalousie mal placée. Il est très gentil avec moi. Lui. »
Jade ne répondit pas et se contenta de faire la moue tandis qu'un silence embarrassé s'établissait entre eux. Pour se donner une contenance, Nadioska plongea la main dans le plat rempli de fruits et en choisit un d'un rose foncé qui lui paraissait particulièrement appétissant. Alors, comment se passe la construction ? Demanda-t-elle en se disant qu'il s'agissait d'un sujet comme un autre pour relancer la conversation. Nous avons encore beaucoup de trucs à finir, répondit-il en soupirant. Nous nous sommes conduits comme des idiots en perdant notre temps sur Silo au lieu de terminer ce vaisseau. Si nous avions mieux compris les choses, nous aurions fait plus d'efforts à l'époque. Nous n'aurions pas rencontré cette situation maintenant. Tout le monde peut dire ça un jour, reprit-elle. Tu connais quelqu'un qui n'a jamais dit « si j'avais su, j'aurais fait différemment » ? Il s'agit de notre lot à tous. Moi par exemple, si quelqu'un m'avait expliqué ce qui m'attendait, je n'aurais jamais atterri sur Caxido. Vraiment, s'exclama Jade sincèrement étonnée. Bien sûr, continua-t-elle. Qu'est-ce que tu crois ? Me retrouver le témoin d'un attentat et être ensuite poursuivi dans toute la Confédération, cela m'a amusé ? Et pire que tout, je t'ai rencontré. Alors ça, c'est le pompon. Même dans mes cauchemars les plus horribles, je n'ai jamais imaginé une chose aussi épouvantable. Un sourire apparut sur le visage de Jade. Sale petite peste, s'exclama-t-il. Je t'ai sauvé la vie, tu me dois le respect. Bien voyons. Monsieur le fils du conseiller recommence à se prendre pour le roi du monde. Teuf. Il s'agit plutôt de toi qui me dois de la déférence. Je suis la Céliane, moi. Alors, fais un peu attention à tes paroles. Je pourrais te réduire en poussière d'un simple regard, dit-elle en plissant les yeux comme si elle se trouvait sur le point de mettre ses menaces à exécution. Ah bon ? J'ignorais que la Céliane pouvait faire ce genre de choses. Parce que tu crois que tu sais mieux que moi ? J'ai d'immenses pouvoirs, mais que j'ai mal à la tête, finit-elle en grimaçant. Quelle galère ! Jade eut un petit rire. C'est la vie, affirma-t-il sur un ton joyeux. On n'a rien sans rien. Pour obtenir ces fabuleux pouvoirs, il faut souffrir. Sur ces mots, il termina son fruit d'un bon coup de dent, comme s'il venait soudainement de retrouver tout son appétit. Nadioska, quant à elle, le visage boudeur, semblait totalement perdu dans ses pensées. Si tu veux, je peux appeler Natak, reprit Jade. Il n'arrêtera pas la douleur, mais il peut au moins l'atténuer. Dit la jeune femme brusquement tirée de sa rêverie. Ah oui Natak, le médecin qui n'a jamais compris à quoi un peigne pouvait servir. Pourquoi pas, s'il peut faire quelque chose. Pas grave, tu sais, ton mal de tête va diminuer peu à peu. Si ça se trouve demain tu seras en pleine forme et... En fait, je ne pensais pas à ça, coupa-t-elle. Bien et à quoi donc ? Questionna-t-il en se penchant vers elle. Elle conserva le silence pendant quelques secondes, se demandant si elle devait lui répondre. Puis se rendant compte qu'il était probablement devenu l'individu le plus proche d'elle, elle se jeta à l'eau. J'ai fait un rêve très étrange cette nuit, commença-t-elle. J'avais presque l'impression que c'était réel ou bien qu'il s'agissait de souvenirs que j'avais oubliés et qui remontaient à la surface. Par contre, il y avait un truc bizarre. Je n'étais pas le personnage central de ce rêve, mais un homme du nom d'Orlim, avec comme titre « Le maître de l'oracle ». Le maître de l'oracle ? Répéta-t-il pensivement. Oui, et je n'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Le maître de l'oracle, murmura Jade, étrange, ça me dit quelque chose. Ah bon ? Et quoi ? Demanda-t-elle intriguée. Le maître de l'oracle, fit-il encore une fois. Tu as bien compris, s'impatienta la jeune femme. Ça me rappelle un vieux conte que nous avons. Attends, je pose la question dans le Naal pour voir si cela dit quelque chose à l'un d'entre nous. Son regard devint fixe et Nadioska devina qu'il était à présent connecté à l'immense base de données Ciliane qu'ils avaient nommée le Naal. Elle devait l'avouer qu'elle-même aurait adoré pouvoir l'y rejoindre tout à loisir, mais pour le moment, ses capacités limitées l'en empêchaient. Voilà, affirma Jade au bout d'un moment. Le maître de l'oracle est l'un des principaux personnages d'un de nos contes. Je n'en sais pas beaucoup plus, car il remonte à un lointain passé et personne n'en a un souvenir bien net. Par contre, une de nos bibliothécaires m'a signalé que nous avions le livre La Contemplation qui contient ce conte. Vraiment, s'exclama Nadioska. J'aimerais bien le lire.
Dans l'état actuel des choses, tu vas avoir un peu de mal, il s'agit d'un livre-feuille, mais écrit dans notre langue. Tu peux toujours essayer de prendre des cours accélérés de Cillian. Quelle galère, soupira-t-elle dépitée. Je dois retourner travailler, donc je ne pourrai pas te le traduire, mais demande à Lige. Il paraît qu'il passe une grosse partie de ses journées à la bibliothèque des enfants, qui se situe à 2 pas d'ici. Il s'est même fait une petite amie. Ah bon, s'exclama Nadioska. Il n'est pas un peu trop jeune? Il n'y a pas d'âge pour ça, répliqua Jade avec un grand sourire. Allez, viens. Je t'accompagne. D'après mes informations, il se trouve déjà sur place. Ils quittèrent la cantine et s'engagèrent dans les couloirs du vaisseau. Ça me rappelle que quand j'étais avec les navigateurs, reprit Nadioska, j'ai aussi fait incursion dans une bibliothèque et qu'il s'est passé des choses étranges. Vraiment, s'exclama Jade. Tu sais, je crois qu'il faudrait que tu racontes à quelqu'un toutes tes expériences ou tous tes rêves bizarres. Je pense qu'il s'agit de quelque chose d'important. Je n'ai personne à qui expliquer cela, protesta-t-elle. Jade se renfrogna légèrement et conserva le silence pendant qu'il la conduisait à travers les dédales des couloirs du vaisseau. Arrivé devant la porte de la bibliothèque, il se tourna vers elle. « Je vais essayer de libérer un peu de mon temps, promit-il, mais je ne garantis rien. Je dois aider les autres à terminer ce vaisseau. » Je sais, répondit-elle avec un sourire. Je ne te faisais pas de reproches. Je me sens juste très seule. Il la prit dans ses bras et brusquement le cœur de Nadioska se mit à s'affoler dans sa poitrine. Avant de s'éloigner d'elle, il déposa un tendre baiser sur son front. « À plus tard », murmura-t-il avant de disparaître dans un clignement de cils. « Oh non !» protesta-t-elle à voix haute, alors que maintenant plus personne ne se trouvait avec elle dans le couloir. « J'ai horreur quand tu te téléportes comme ça sans prévenir. » Brusquement revenue sur terre, elle actionna la commande d'ouverture de la porte sas devant elle. Les Cillians avaient aménagé la salle depuis peu et en avaient fait la bibliothèque des enfants, pour les occuper. Ils avaient réuni là tous les livres-feuilles qui se situaient à bord et comme ils ne laissaient jamais rien au hasard, ils avaient décoré l'endroit en plaçant de nombreux coussins un peu partout, pour le plaisir et le confort de tout le monde. Quelques adultes surveillaient les plus jeunes et leur apportaient des collations, tandis qu'ils lisaient des livres-feuilles ou bien jouaient ensemble. Il s'agissait de la première fois que Nadioska venait dans cette bibliothèque et ce qui la frappa de prime abord, ce fut le niveau sonore étrangement bas qui régnait ici. Elle s'était attendue à de nombreux cris, rires et bavardages animés comme dans tout endroit rempli d'enfants. Mais décidément, les Cillians étaient un peuple à part, et de façon bien surprenante, les plus petits restaient sages et silencieux. Elle repéra Lige, assis dans un coin et discutant avec une fillette blonde au visage adorable qui devait avoir le même âge que lui. En voyant Nadioska approcher, il lui décocha un grand sourire et désigna un livre-feuille ouvert en grand et posé devant lui à même le sol. « J'ai trouvé un livre sur toi, » affirma-t-il ravi. « Quoi » s'exclama Nadioska sans comprendre. « Oui, continua Lige. Ça parle de la Céliane ?» Elle se figea pendant un instant, submergée par une impression de déjà-vu. Les souvenirs de son expérience chez les navigateurs lui revinrent aussitôt en mémoire, la bibliothèque, la voix fantôme, les paroles exactes qu'elle venait d'entendre maintenant. Rejetant le malaise qui commençait à l'envahir, elle s'assit par terre à côté des enfants et en prit le livre de Lige entre ses mains. « Tu ne vas rien comprendre, » affirma le garçon. « C'est écrit dans notre langue. »« Je savais que tu allais dire ça. »« Ah bon ?» s'étonna Lige. Sans donner de plus amples explications, Nadioska observa les différentes pages et soupira en reconnaissant les caractères fins et élégants qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Laureline l'a trouvé, » dit Lige en désignant la fillette blonde assise à côté de lui. L'interpellée se redressa légèrement en adressant un sourire radieux à Nadioska. Depuis que cette dernière avait pénétré dans la bibliothèque, l'enfant la suivait du regard avec intensité, les yeux remplis d'une admiration débordante. « Enchantée de te rencontrer, Laureline. »« Tout l'honneur est pour moi, » répliqua l'intéressée en prenant un air sérieux, voire protocolaire, ce qui cadrait peu avec son jeune âge. Nadioska ne put s'empêcher de sourire, amusée par l'attitude et les paroles de la fillette. « Et que dit ce livre alors » demanda-t-elle. Laureline s'empressa aussitôt de répondre. « Je l'ai lu en entier, »
affirma-t-elle fièrement. Je peux vous faire un résumé. Eh bien, d'accord. Pour commencer, il explique que la Céliane viendra au secours de l'un des nôtres, dit Laureline. Ça, c'est moi, s'exclama Lige. Tu m'as sauvé sur Caxido. Ensuite, continua-t-elle, le fils du conseiller la reconnaîtra comme étant la Céliane et l'emmènera sur Sylle. Y a-t-il des détails à ce sujet demanda Nadioska intriguée. Sur quoi est-il censé se baser pour cela? Ce n'est pas vraiment bien expliqué, avoua la fillette en relisant quelques lignes sur le sujet. C'est juste écrit qu'il pourra l'identifier. Pas plus de précision. Peut-être devrais-tu poser la question à Jade, proposa Lige. Il te dira comment il t'a choisi. Je l'ai déjà interrogé et il ne m'a pas répondu, répliqua-t-elle avec une moue contrariée. En tout cas, il n'y a pas de détails dans le livre, affirma Laureline avec conviction. Bien, soupira Nadioska. Et ensuite? Il est marqué que la Céliane nous aimera tellement, nous Cillian, qu'elle sera prête à sacrifier sa vie pour nous. Nadioska haussa les épaules. Mouais, enfin, je ne l'ai pas fait exprès non plus. Tu crois que ça parle de ce qu'il s'est passé sur la planète de l'ordre, demanda Lige. Ça pourrait très bien être quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Oh non, protesta Nadioska. Je n'ai pas envie de décéder une seconde fois. Il n'est pas dit que vous allez mourir, nota Laureline. C'est juste marqué que vous êtes prête à vous sacrifier pour nous. Mouais, soupira Nadioska. Pas très réjouissant quand même, du moins pour moi. Donc, moi je me dévoue pour les Cillians, mais que sont censés faire les Cillians pour moi? Je ne sais pas, avoua la petite fille en se replongeant dans le livre. Mais de quoi ce livre parle-t-il alors? S'exclama Nadioska. De vous, rétorqua Laureline avec un grand sourire. Et de tous les exploits que vous allez faire. Vous allez faire de nombreuses choses qu'aucun d'entre nous ne peut réaliser. Par exemple, vous téléporter dans un endroit que vous ne connaissez pas. Comme cela, vous allez nous ramener dans la galaxie de nos ancêtres. Nadioska leva les yeux au ciel en soupirant. Je hais ces Cillians, murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'est pas demain la veille que je vais pouvoir faire un tel exploit. Mais il est écrit que vous le ferez, insista la fillette comme s'il n'y avait aucun doute sur le sujet. À part ça, qui pourrait m'indiquer où chercher un livre bien particulier, demanda Nadioska en reprenant de vue la véritable raison pour laquelle elle était venue jusqu'ici. Pourquoi? Questionna Lige étonnée. J'ai besoin de mettre la main sur un vieux conte Cillian qui s'appelle La Contemplation. Ah oui, et pourquoi? Continua Lige. Parce que je veux en savoir un peu plus sur un personnage qui se nomme Orlim le maître de l'oracle, répondit Nadioska sans faire de remarque au sujet de l'insistance du garçon. La bibliothécaire peut vous trouver ça. Ne bougez pas, je vais la chercher, proposa Laureline avec enthousiasme. Quelques instants plus tard, la fillette revenait en compagnie d'une adulte, une femme aux cheveux d'un noir brillant, d'une élégance incontestable et qui tenait dans ses bras plusieurs livres-feuilles. Je crois que vous souhaitez lire un livre en particulier, commença-t-elle un sourire aimable sur le visage. Oui, il s'agit d'un vieux conte qui s'appelle La Contemplation, termina-t-elle. Je sais. J'étais connectée au Naal quand Jade a posé sa question et la jeune demoiselle ici m'a déjà fait la demande. Le voici. D'un geste gracieux, elle tendit le livre-feuille à Nadioska, puis s'éloigna silencieusement. Comment vas-tu faire pour le lire? S'informa Lige. Eh bien, je compte sur toi, et même sur vous deux, en fait, répondit-elle en lançant aux enfants un clin d'œil à la Jade. Sur le visage de Laureline un grand sourire radieux apparut. D'accord, s'exclama-t-elle. Je vais traduire ce livre pour vous. J'adore les Cillians, répliqua Nadioska en riant à moitié. Voulez-vous que je vous le lise en entier ou bien simplement des passages, demanda la fillette avec un sérieux presque professionnel, ce qui amusa de nouveau Nadioska. En fait, j'aimerais avoir des informations sur un personnage en particulier, le maître de l'oracle. Mais si tu le souhaites, consulte-le en totalité, il n'a pas l'air très épais de toute façon. Laureline ouvrit le livre et se rendit directement à la fin. Il ne fait que 53 pages, expliqua-t-elle toujours aussi concentrée. Je vais donc le traduire en entier. Puis,
Elle commença aussitôt sa lecture à voix haute, relatant à Lige et à Nadioska l'histoire de la contemplation où un jeune homme appelé le maître de l'oracle annonçait la fin de sa civilisation et terminait sa propre vie dans un rêve méditatif du futur, en se laissant mourir de faim. Il est dit pour conclure que la morale de ce conte, c'est que connaître l'avenir peut entraîner l'inaction. À quoi bon essayer de modifier quelque chose quand tout est déjà écrit et qu'on ne peut au final rien changer? C'est pourquoi le grand créateur a retiré cette faculté à la plupart d'entre nous. Nadioska réfléchit pendant plusieurs secondes, perturbée par ce qu'elle avait entendu. Cela ne correspondait pas du tout à ce qu'elle cherchait. J'ai l'impression que cette histoire de connaissance du futur est un thème récurrent chez vous, finit-elle par dire. Savoir ce qu'il va advenir, faire des présages. Tiens, marrant, ça, coupa la fillette toujours plongée dans le livre. Quoi? Ce conte a été écrit à peu près à la même époque que les prophéties de la Céliane. Ah oui, s'étonna Nadioska. À cette époque, les Cilians semblaient se préoccuper sérieusement de l'avenir. Il s'agit d'un automatisme classique dans les périodes difficiles, affirma une voix derrière Nadioska. La bibliothécaire était revenue vers eux, les bras chargés d'autres livres. Et cette période était compliquée pour les Cilians, demanda Nadioska. Décidant qu'elle pouvait faire une petite pause, la jeune femme s'assit gracieusement à côté d'eux et posa ses livres sur le sol dans un geste si délicat qu'elle paraissait l'avoir préalablement répété durant des heures. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur ce moment reculé de notre civilisation. Très peu de documents nous sont parvenus et la plupart sont trop imprécis pour que nous puissions avoir une idée nette de ce qu'il s'est passé. Nous ne possédions pas le Naal et nous ne pouvions pas conserver les pensées de nos morts. Vous le pouvez maintenant, s'exclama Nadioska. Oui, grâce au Naal. Mais ce n'était pas possible à l'époque de notre première migration. Nous ne savons donc pas pourquoi nos ancêtres ont fait le voyage. Nous supposons juste qu'ils l'ont fait pour de très bonnes raisons et parmi ces raisons certains imaginent qu'ils l'ont fait pour fuir quelque chose. Les quelques documents que nous avons de cette période nous montrent qu'ils avaient peur et que leur avenir semblait incertain. Les prophéties de la Céliane ont en partie été créées pour les rassurer. Qui a inventé cette histoire de Céliane? Demanda Nadioska. Nous l'ignorons, avoua la bibliothécaire. Mais au fait, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez dans ce livre? En réalité, non. Je voulais des informations concrètes sur ce maître de l'oracle et je suis maintenant encore plus dans le brouillard. Il s'agit d'une excellente chose, affirma la jeune femme. Ah bon, vraiment, s'exclama Nadioska. Les interrogations restent souvent plus importantes que les explications. Se poser des questions permet de s'ouvrir sur le monde, essayer de comprendre tout ce qui nous entoure. Cette action en soi est plus essentielle que le résultat, car personne ne connaît toutes les réponses, alors que beaucoup le pensent. Arrêter de se demander pourquoi, et se contenter de son savoir actuel correspond pour nous à une forme de stupidité. Oh. Alors ça va. Suivant vos critères, je ne suis pas idiote. Nous n'avions aucun doute à ce sujet, répliqua la bibliothécaire en souriant. Je ne voudrais pas vous paraître insistante, mais vous n'avez vraiment aucun autre livre ou document sur ce maître de l'oracle? Absolument aucun. Et sur un homme qui s'appellerait Orlim? Ce nom ne me dit rien, mais je peux faire des recherches si vous le souhaitez. Cela prendra juste un peu de temps. J'apprécierai énormément, si ça ne vous ennuie pas. Pas le moins du monde. Revenez me voir demain, dit-elle en se levant aussi gracieusement qu'elle s'était assise. L'oracle m'a signalé que votre projet pour arrêter les innommables risque de se retourner contre nous. Orlim se tenait de nouveau devant les membres du Grand Conseil. Tous semblaient plus fatigués qu'à l'accoutumée, même qu'il de Minoc paraissait voûté, comme ployant sous le poids de ses bijoux. Êtes-vous sûr qu'elle a en main, si je puis dire, toutes les informations nécessaires pour pouvoir prédire l'avenir correctement, demanda Skyle de la caste des guerriers. Cette prédiction m'a l'air assez fantaisiste. Depuis ma toute dernière venue, je n'ai pas eu de nouvelles précises de votre part, reprocha Orlim tout en conservant un ton respectueux. Si vous voulez bien m'exposer votre plan de défense, alors je lui fournirai ces informations, afin qu'elle puisse affiner ses calculs. Les membres du Grand Conseil se turent. Lisette,
qui occupait la place centrale, jeta un coup d'œil sur sa droite vers Skyle et Olif, puis sur sa gauche vers Brayon et Kilde Minoc. Tous lui répondirent par un bref hochement de tête, elle reprit donc la parole. En tant que maître de l'oracle, vous avez toute notre confiance, Orlim. Nous allons vous exposer notre plan. Lisette se tourna vers Skyle et lui fit signe de s'exprimer. Nous avons décidé de construire l'arme ultime, affirma-t-il d'un ton grave. Nos meilleurs guerriers, savants et ouvriers travaillent actuellement ensemble pour en mettre au point les premiers schémas. Orlim ne put s'empêcher de secouer la tête. Ne faites pas cela, mes seigneurs. L'oracle a annoncé que vous ne pourrez pas la maîtriser. Elle se retournera contre nous, dit-il d'une voix presque implorante. Vous nous aviez déjà averti, Orlim, dit Skyle. C'est pourquoi nous avons réfléchi à un moyen d'éviter cela. Nous allons fabriquer 5 objets, un pour chaque caste. Nous les avons baptisés, les clés du pouvoir, et elles contrôleront l'arme pour nous. Il faudra posséder ces 5 clés, pas une de moins, pour pouvoir lui donner des ordres. Il nous semble impossible que les innommables puissent réussir à les voler toutes, il s'agit donc de la solution la plus sûre. Il fit une pause et pour la première fois, Orlim nota que Skyle paraissait mal à l'aise. C'est notre dernier échappatoire, avoua-t-il enfin. Orlim ferma les paupières durant quelques secondes. Il avait presque envie de pleurer. Lorsque son regard se posa de nouveau sur les membres du Grand Conseil, il remarqua qu'il n'était pas le seul. Les yeux de Lisette brillaient beaucoup plus que d'habitude. Orlim était sûr qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un effet de sa fatigue. Je vais fournir ces informations à l'oracle, reprit-il presque dans un murmure. Je vous préviendrai des résultats de ces calculs dès que je les aurai. Merci Orlim, répondit Lisette d'une voix étranglée.